On a déjà dit mon nom, je vais parler de ma ferme, on parlera de compaction, de précision, tout ça, il y a un coût. Puis une fois qu'on a mis ça en place, qu'est-ce qui suit? C'est quoi la suite? C'est quoi la vision d'entreprise en fait? Donc ma ferme, la ferme Riedel, ou enfin la ferme familiale, on a 215 hectares en grande culture, en production de maïs, soya, blé, et on a commencé un petit peu le chanvre, question de mettre un peu de piquant. Petite clarification, je suis vice-président UPA Rouville, donc producteur de grains aussi, je suis impliqué au niveau du conseil d'administration Montérégie Sud-Est. Pour ce qui est de la ferme, donc on est à Saint-Césaire. On doit dire qu'on est quand même bien choyé avec de belles argiles lourdes, Sainte-Rosalie. C'est des terres qui sont bien groupées, donc on voit à peu près au fur et à mesure des années qu'on a réussi à acheter des terres qui étaient proches de chez nous. Ici, voilà. Peut-être que vous l'avez vu de mon accent, d'où est-ce que je viens? Je viens du Calvados, non pas de la Boisson, mais bien de la région française. Mon père aussi avait probablement un peu de sang d'innovateur parce que déjà dans les années 60, il était producteur de maïs. On le voit, on voit enfin des champs de maïs à l'époque. C'est pas moi, non, j'étais pas encore né à cette époque-là. Pour ma part, donc, comme l'a dit notre présentateur, Nicolas, j'ai une formation en automatisation à l'ETS en tant qu'ingénieur, travaillé 10 ans au Japon, dont chez Epson, on voit aussi les centres de recherche qui étaient entourés de champs de riz. Alors, c'était important pour moi, il fallait que je garde un petit aspect culturel. En passant, notre ami agriculteur maintenant a un GPS sur son planteur à riz et il était très content de rencontrer les chercheurs qui étaient là il y a à peu près 1 an quand j'y suis retourné. Bref, j'ai pu travailler sur des technologies comme le HDMI, GPS, 3D, téléphone cellulaire. Aussi, le Japon, c'est un bassin de culture, donc on voit les magnifiques constructions. Mais c'est aussi beaucoup de transports en commun. Le transport en commun, on y trouve tous notre couleur. C'est un peu si vous voyez, en tant qu'agriculteur, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert et jaune. Mais pratico-pratique, moi, le train que je prenais tous les jours, ça ressemblait à ça. Alors, comme disait Nicolas tout à l'heure, quand mon père a appelé, on réfléchit un peu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux prendre tous les matins comme véhicule de déplacement? On a d'autres choix dans la vie. Donc, de ça, j'ai décidé de prendre femme et enfant. Et on est revenu au Québec pour faire de l'agriculture. Prioriser, donc, qu'est-ce qu'on fait à la ferme? Comment est-ce qu'on priorise nos investissements? On a parlé de drainage dans l'ordre nécessairement nivellement, drainage, compaction, chimie des sols, la vie du sol et l'environnement en gaz à effet de serre. On va essayer d'aborder ça en peu de temps. Voilà. Premier projet, j'ai une carte d'un champ. On va prendre ce champ-là à plusieurs endroits dans la présentation. En 2010, avant de commencer le nivellement, il y a des données qui sont disponibles sur Infosol ou sur Google Maps, Google Earth, où est-ce qu'on peut récupérer les données. On voit facilement qu'il y a des zones qui sont à problème. Avec le tracteur et le GPS, quand je fais les semis de blé, on fait la capture de la microtopographie avec le tracteur et ça nous permet de produire justement les cartes en microtopographie. Avec ça, on peut commencer à réfléchir. C'est assez évident que nos zones avec cuvette, en fait, on le voit même avec la carte de planification de nivellement, une cuvette, ça ne rend pas. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un capteur de rendement, on le voit assez facilement déjà là-dessus. Aussi, ce qu'on voit en bas, la carte, c'est un nivellement au laser. Dans bien des cas, le laser est très suffisant pour faire un travail adéquat dans la mesure où on fait la bonne planification. Puis c'est important de faire une bonne planification parce qu'on va le voir sur les prochaines slides. Donc, on nivelle à peu près en 2013, 2014, on plante le maïs. Et surprise, on s'aperçoit que tout ce qu'on a trop coupé en terre, ça se retrouve à moins rendre. Donc, c'est toujours un certain enjeu et ça reste encore là. Alors, sauf qu'à l'époque, la planification, c'était de faire un champ en billon. Il fallait faire dégager l'eau. Et ensuite, il y a une question de temps pour déplacer la terre. C'est toutes des choses à réfléchir et c'est bon de se faire épauler dans ces décisions-là.
Question, rendu là, est-ce qu'on draine? Alors, il y a l'application pour poser les questions. Si vous voulez prendre votre téléphone, c'est le temps. Est-ce qu'on redraine? Non. Pourtant, c'était assez évident. Il y avait des belles lignes vertes pâles. C'est là qu'il faut redrainer, c'est assez évident. Ah ben, quand même 9, oui, peut-être. Ça aurait été bien peut-être de mettre une troisième, c'est peut-être, ou un peu. Qui sait? Enfin, on pourra peut-être y retourner tout à l'heure. Si on vient sur la présentation, voilà. Prochaine slide. Juste avant d'aller un peu plus loin, donc, carte de rendement, on voit à peu près le même résultat entre carte photo satellite et carte de rendement. Ça, c'est le plan de drainage qui est actuellement en place, un drainage aux 50 pieds. Est-ce que c'est assez pour se décider à drainer ou pas? Peut-être qu'il faut creuser un peu plus après tout. Pour creuser un peu plus, regardons, tiens, carte 79 disponible sur Infosol. Tout ça, c'est gratuit en passant, je vous le rappelle. Analyse me dit que finalement, il y avait des rigoles ici. Alors, ça fait quoi? 7 rigoles. C'est drôle, les rigoles, c'est les nouveaux coins qui sont très, très noirs, très foncés, où est-ce que ça fonctionne bien. Et c'était les endroits où est-ce que ça ne marchait pas très bien avant. Et si on revient une fois de plus sur la carte de drainage, ben c'est pas si évident que ça qu'il faille redrainer partout, en effet. Donc moi, ma prochaine étape, c'est pas tant de redrainer que de prendre une pelle puis revérifier c'est quoi les enjeux. C'est là qu'on va être rendu en 2021, quand on sera retourné en blé d'ailleurs. Prochaine discussion sur la gestion du trafic à la ferme, le Control Traffic, CTF en anglais. J'ai mon tracteur central où est-ce qu'on s'est organisé pour que toutes les machines fonctionnent sur une planification 20 pieds ou pour l'arroseuse 100 pieds. Regardons ça un peu plus en détail. Donc, que ce soit la moissonneuse-batteuse à 8 rangs, ici, le semoir à maïs, les exceptions seraient, disons, le boguet, mais ce n'est pas un problème parce qu'à 40 pieds, c'est 2 fois 20 pieds. On respecte toujours les voies de passage de notre tracteur qui est en voie large aux 10 pieds. Un petit truc intéressant en 20 pieds, donc avec une roue à tous les 10 pieds, c'est que l'épandeur, en travaillant en 10 pieds, ça fonctionne aussi. Puis pour l'arroseuse, c'est 5 passages de semoir à maïs pour faire le 100 pieds. Donc, toujours au même endroit. Donc oui, j'ai des endroits qui sont hyper compactés, mais en même temps, c'est des endroits qui permettent de moins draguer, si je peux dire, le mouvement du tracteur sur le sol. Ouais. Par contre, un petit fait intéressant, vous vous souvenez de mon beau tracteur vert? Quand on me l'a vendu, on m'a dit « pas de problème, votre tracteur, il va bien fonctionner ». D'ailleurs, regardez au fond du rang, il y en a un autre monsieur qui fonctionne avec un tracteur en voie large à 120 pouces. Mais quand on me l'a livré, on m'a dit « ouais, finalement, peut-être qu'il est juste garanti jusqu'à 100 pouces ». Ouais, mais attends, là, j'ai acheté un tracteur pour marcher à 120 pouces, moi. Si tu en veux, on peut te l'échanger pour un tracteur de 100 000 $ plus cher. Ouais, c'était pas ça le but. Donc, ça m'a gossé un peu, étant donné qu'on essaie de faire attention aux investissements. Bon, avec le peu de formation que j'ai eu à l'université, je me suis décidé de ressortir mes livres. Et pourquoi pas, j'ai pu déterminer qu'à peu près, on doublait, c'était 2,5 fois la charge. En ayant le tracteur à 120 pouces, on multiplie par 2,5 la charge sur l'essieu arrière. Alors, si le tracteur a une capacité de relevage de 4 tonnes, plus le poids du tracteur, ça fait 8 tonnes, multiplié par 2,5, ça fait à peu près 30 tonnes. C'est comme si on mettait 30 tonnes sur le derrière de notre tracteur. Est-ce que ça va toffer? Pas sûr. Alors, ça me fatiguait, donc de là, j'ai modélisé un renfort, et c'est ça que ça donne. Ça m'a permis donc de réduire le risque que ça puisse briser. Ça optimise le rendement, ça réduit le risque ça réduit le risque au niveau de l'investissement, parce qu'imaginez si un pont arrière de tracteur brise, on parle de 10 000 $ d'investissement, de réparation, devrais-je dire, 10 à 15 000 peut-être même. Donc, au niveau de la compaction, en ayant réélargi le tracteur, ça me permet vraiment de profiter de la capacité du tracteur sans remettre plus de poids inutile dans les champs, parce que ça reste que c'est un tracteur de 8 tonnes, je crois. 8 tonnes, ça fait à peu près 4 tonnes par essieu. On est quand même dans les ranges très, très acceptables, je crois. Alors ça, j'étais bien content de ce projet-là.
Tiens, on voit justement pendant les récoltes un grain-quart avec une capacité d'à peu près 8-9 tonnes, donc on est en bas du 10 tonnes essieu. Même chose pour le tracteur. Au lieu d'avoir des roues doubles, on peut se contenter aussi d'avoir des roues simples dans un cas pareil. Dans mes rêves loufoques la nuit, on voyait le champ tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était travaillé en diagonale. Vous voyez ça? Pourquoi pas? C'est cool, tant qu'à faire les choses différemment. En fait, c'est que j'aime faire des tests au champ. Puis en le faisant en diagonale, ça me fait à peu près 80 parcelles dans mon champ. Je peux faire 80 répétitions de toutes sortes. On va revenir un peu sur le genre de données que ça peut donner. En fait, il y avait un autre point dans ma réflexion, c'est que j'avais un ami qui me disait que c'est toujours mieux de traverser les drains avec la culture sur billon. Dans les paramètres de la réflexion, on a la pente optimale du champ, la distance optimale pour remplir la trémie de la moissonneuse-batteuse, la capacité du grain-quart. Alors, tout ça mixé ensemble, ça me donnait un voyagement de 800 mètres, mais en réalité, 800 mètres, c'est l'aller-retour ici. Alors, un aller 400 mètres, ma trémie de moissonneuse-batteuse est pleine à, mettons, 16 tonnes hectares. On vide le grain-quart, il fait l'aller-retour, donc très peu de passages dans le champ avec le grain-quart, optimisation des voies passées, tout le monde, en tout cas, ça roule dans le champ, c'est vraiment agréable à voir. Un autre point intéressant pour l'optimisation des pentes, j'ai mis les traces en bleu ici, c'est que un des enjeux en agriculture, c'est quand même l'érosion des sols, et quand il y a beaucoup de pluie, si on a des champs qui sont trop longs, on finit par ramasser des sédiments et ça s'en va au fossé, c'est pas bon. L'idée, c'était de raccourcir le champ. En ayant 400 mètres, je trouve que c'est très optimal pour pratiquement annuler tout effet d'érosion au champ. Contrairement les premières années où est-ce qu'on travaillait dans ce sens-là, le fossé qui était ici était toujours rempli de sédiments tous les ans. J'étais, ma foi, embêté avec ça. Alors, c'est une belle petite réflexion. Par contre, je vais avoir un enjeu plus tard, c'est que si on veut faire de l'agroforesterie, les drains sont dans ce sens-là. Bon, ça ne marche plus, là. Fait que c'est là que je suis rendu. Donc, on parle de compaction depuis le début. Ça, c'est un gros problème, les grosses citernes. Alors, ce que j'essaie de faire pour mieux les gérer, c'est de les faire passer après le blé. Donc, après la récolte du blé, c'est normalement là qu'on a le meilleur moment. Mais écoutez, on a le droit de rêver. Voici ma machine de rêve. La compagnie Cadman en Ontario fait ce qu'ils appellent un CMA. C'est une enrouleuse-dérouleuse de pipeline qui est en bout de champ avec un applicateur et un bras qui déporte le tuyau, ce qui nous permet de faire un bel aller-retour dans des champs et faire l'application en poste levé. Alors, il y avait des subventions pour les systèmes d'irrigation de quelques dizaines de milliers de dollars, sauf que là, on est plus sur un projet d'1 million de dollars. Il va falloir que les subventions s'allongent un petit peu, ou enfin. Mais bon, pour ma part, je n'étais pas sûr de vouloir mettre la main dans la marde à tous les jours, donc pour le moment, je n'ai pas investi encore là-dedans. Prochaine discussion, Delta Force, Precision Planting. On en a vu un peu plus tôt aujourd'hui. C'est donc une technologie qui permet d'asservir le poids. Oups, non, c'est celui-là. On vient ici, voilà. Ce qui permet d'asservir la pression mise sur les roues de profondeur de l'unité de maïs. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a un capteur de pression, une cellule de charge, donc une balance électronique ici, qui est branchée à un contrôleur qui va asservir un vérin hydraulique pour s'assurer qu'on garde toujours la bonne pression au niveau du sol. Pourquoi c'est si important que ça? Et c'est que plus on arrive tôt et de bonne heure au champ au printemps, plus on a de chance de faire de la compaction. Et si on est capable de simplement trancher le sol, déposer notre graine et effleurer le sol avec des roues de profondeur, eh bien, on est capable d'aller peut-être chercher une journée de plus dans notre fenêtre de semis. Et bien souvent, le lendemain, il pleut, donc on a réussi à semer. Et pour ça, ça a une grande valeur, je crois, selon moi. En passant, ce n'est pas juste Precision Planting qui en fait. Les gens de Inotag en ont parlé ce matin. Ag Leader fait quelque chose dans le même genre. John Deere aussi, puis Dow aussi.
Autre technologie que j'ai embarquée, c'est le Smart Firmer. Ça aussi, on l'a vu ce matin. Donc, on va chercher la température du sol, la propreté du sillon. L'uniformité, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on devrait avoir cette année. Avec les caméras, on va être capable de voir si on a une fine poussière, si on a des gros agrégats. En somme, si le sol a été bien travaillé. L'humidité du sol aussi, ça peut être intéressant. Quoique ici, je pense que la fraîche est assez proche, étant donné qu'on va semer plutôt de bonne heure. Mais dans certains cas, on peut jumeler cette technologie-là avec un système de profondeur variable au semoir pour aller déposer la graine justement sur la fraîche. C'est assez innovateur, mais le plus intéressant, ça reste, pour moi, c'est la matière organique. On est capable d'avoir une photo ou une carte de matière organique de notre champ. Alors, ça donne une autre dimension au champ. On va justement le voir. Mais avant de passer sur la carte, juste un petit détail à savoir comment fonctionne ce genre de technologie-là. C'est un spectromètre. Le spectromètre, ça reconnaît des signatures spectrales et avec un algorithme, on arrive à faire des corrélations en fonction de signatures qui sont référentielles et donc d'extrapoler nos types de sol, nos matières organiques et les autres paramètres qu'on a vus auparavant. Et qui sait, peut-être est-ce qu'on aura ça d'intégrer dans nos téléphones cellulaires plus tard et pourquoi pas modifier nos pratiques d'achat à l'épicerie. Donc, toutes ces technologies-là, ça coûte de l'argent. Quand on parlait de la pression sur les unités de semis, pour ceux qui connaissent les kits de ballon, à l'époque, quand j'ai fait mon étude, on parlait d'à peu près 18 000 $ d'installation. Le Delta Force qui permet vraiment que chaque unité soit indépendante en frais d'asservissement de pression, c'était un peu plus cher, donc 25 000. Le rajout de la technologie du Smart Firmer, un autre 3 000 de plus. On pourrait aussi aller vers les entraînements électriques, plus de précision, plus de variation. Le taux variable, ça fait partie de ce genre de technologie-là. La haute vitesse, Alouette même. On voit d'autres systèmes, on pourrait avoir 2 hybrides distincts dans le semoir et en fonction de la zone où est-ce qu'on est, on prend l'un ou l'autre. Tout à l'heure, je parlais de la profondeur variable, c'est encore une autre technologie, mais bon, où est-ce qu'on s'arrête? Il faut revenir à ce qu'on est capable de payer, ce qu'on est capable de rentabiliser. Et c'est une question dure parce que j'ai un ami qui me disait qu'ils ont fait un test chez eux avec son semoir à maïs Max Emerge XP à ballon. Et le dealer John Deere est venu avec le dernier cri, la même journée, semé la même journée, le même hybride en même temps. 9 % d'augmentation de rendement juste parce qu'il avait le dernier cri, dernière technologie. Ça fait mal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser ça? Ou comment est-ce qu'on fait pour avoir une technologie qui soit plus abordable, peut-être? Un bel exemple de carte que ça peut donner. Là, j'étais en train de semer des cultures de couverture, du radis, en fait, et on voit ce que ça donne en frais de pression posés sur le champ. Donc, on peut voir que dans certains cas, on a besoin jusqu'à 200 kg de pression pour réussir à faire rentrer le disque. On est à la fin de l'été, c'est sûr que le sol est plus dur. Mais si on compare avec d'autres endroits où est-ce que seulement une soixantaine, 70-80 kg, c'est assez pour faire rentrer l'unité dans le sol, ça fait une belle carte d'information. Mais le plus amusant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un petit anneau ici, là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une tank à lisier qui a tourné ici. Alors, le système est assez précis pour vous dire qu'à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a viré. C'est assez impressionnant. Avant d'aller... Ouais, j'ai un peu trop vite. Juste avant d'aller à cette diapo, je voulais quand même montrer qu'entre la force appliquée sur le vérin et la force reçue sur les roues, le système arrive à, ma foi, plutôt bien contrôler pour ne pas surcompacter la zone de semis de la semence. C'est, ma foi, impressionnant comme technologie.
Encore un autre exemple, toujours dans mon champ préféré. On voit la culture en diagonale et mes beaux entrepreneurs de lisier ne m'ont pas écouté, ils sont rentrés en ligne droite dans mon champ. Ah. Bon, passons. Tout à l'heure, on parlait de matière organique. On voit la carte 2018 et 2019 au semis du maïs ici. Pour ceux qui connaissent le maïs aux 60 pouces, mon méta, c'était là. Bon, ce qui est intéressant de voir, je dirais ici, c'est que grâce à la culture de couverture, j'ai l'impression que tout le sol qui était très réactif, très en santé, a mieux augmenté sa matière organique que tout le sol qui est plus en difficulté. Donc, de cette carte-là, on est capable de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire dans notre rotation au niveau des analyses de sol. Enfin, on est juste en train de réfléchir à ça pour les prochaines années. Ensuite, ouais, on a parlé un peu de chiffres là, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, donc, je me suis limité à un investissement de 28 000 comment est-ce qu'on pourrait calculer ça? Chez moi, le maïs, ça représente à peu près 80 hectares. On fait à peu près 1000 tonnes, donc bon, c'est des chiffres arrondis, on s'entole à 12 tonnes et demie. 2 % d'augmentation, ça représenterait à peu près 20 tonnes année. 20 tonnes à 200 $, 4 000 $ année. Donc, 128 000 divisé, ça fait à peu près 7 ans pour le retour sur l'investissement. Peut-être que 7 ans, c'est à peu près le temps que ça prend pour sortir une nouvelle technologie. Fait que juste 7 ans, il en manque presque un peu d'argent pour vraiment justifier l'investissement pour un 2 %, mais peut-être que c'est plus 2 %, plus que 2 %. Tout à l'heure, dans l'exemple que je parlais avec l'autre ami et le dernier cri des semoirs, il allait chercher jusqu'à 9 % de plus, donc le chiffre de rendement serait très, très différent. J'utilise le même équipement pour semer mon soya aux 30 pouces et je suis convaincu que le soya aussi gagne beaucoup de rentabilité grâce à ça. Alors, je suis convaincu que le temps de retour sur investissement est beaucoup plus court que les 7 ans qui sont affichés là. Sauf que quand on implémente une technologie comme ça, c'est pas comme si on faisait la moitié du champ, on éteignait tout, on débarquait tout, on faisait un essai côte à côte. Non. On l'utilise à la grandeur du champ, en fait. Simplement avec les cartes de rendement qu'on a, que j'ai, c'est assez facile de déduire les zones où est-ce qu'on va prendre les échantillons. C'est des choses qui ne sont pas très chères et c'est des réflexions qu'on peut faire, que je fais avec mon agronome. En fait, même je devrais dire qu'avant 2017, on se contentait de 1 à 2 échantillons, pas des échantillons, mais des analyses de sol par champ. 2017, on essaie de faire un peu mieux, puis là, en 2020, ça va être le temps de reprendre l'analyse de sol pour ce champ-là, et j'ai déterminé au moins 4, peut-être même plus, encore 5 zones pour faire des échantillons de sol pour mieux évaluer les stratégies qu'on va mettre en place pour ce champ-là. L'azote, ça c'est un autre sujet assez intéressant. Taux variable ou pas. C'est pas facile de faire du taux variable, en fait. Ça prend un bon équipement, c'est encore un bon investissement. Ça me prendrait un nouveau moniteur, c'est à peu près 9 000 $. Ça prendrait encore de l'équipement sur l'applicateur, c'est encore c'est 1 000, 2 000 $ en plus à rajouter, plus l'analyse. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, il y a un monsieur Nicolas Tremblay qui dit que, pas tant que ça, finalement. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire avant le taux variable. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin. Par contre, le test de nitrate, lui, une question ici, on sort l'application. Est-ce qu'il faut faire ou pas le test de nitrate? Bon. Là, ça va être un peu plus unanime. Même pas. On n'a pas besoin du test de nitrate. Ce serait intéressant de voir pourquoi on n'en a pas tant besoin que ça. Bon, ça fait quoi? 2 tiers, 1 tiers?
Non, c'est pas ça. Ça fait 50, bon, enfin, 20%, 40%, à peu près. Si on vient sur la présentation, en fait, moi, surtout avec le scandale de Louis Robert, ou grâce à Louis Robert, devrais-je dire, ça m'a forcé à les faire l'année dernière, puis c'est assez flagrant. En bleu, c'est le test de nitrate, et en rouge, c'est la valeur théorique au PAF. Au PAF, il y a des champs qui nous demandaient d'en mettre, ma foi, pas mal, et après le test au nitrate, il n'y en avait pas besoin, en fait. On était un peu gênés de ne pas en mettre, on en a mis quand même un peu de l'azote, mais il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, je vais tâcher de me sécuriser au long des prochaines années, surtout que les données au champ de 2019 étaient difficiles à prendre parce que les capteurs de rendement ont mal fonctionné cette année, enfin à la dernière saison, mais ça reste que c'est quelque chose à suivre de proche. Maintenant, les systèmes de données à la ferme, on en a vu un peu ce matin. J'ai listé toutes sortes de compagnies qui font des manières d'agréger l'information qu'on utilise au champ. Pour ma part, je suis un grand fan d'Excel. J'utilise SMS, Winfield pour justement toutes les solutions de Precision Planting, un petit peu aussi AgPad. SMS, c'est couplé avec mon capteur de rendement qui est... j'ai oublié le nom. C'est pas grave. C'est un capteur qui n'est pas très cher. Les gens d'Inotag en vendent. On parle de 5 000 à 6 000 là, pour un capteur de rendement. À ce prix-là, c'est un outil abordable qui nous permet de commencer à réfléchir, quoique pas encore assez précis à mon goût, mais c'est un très bel outil là, dans notre réflexion. Et juxtaposé avec le logiciel SMS de base qui est gratuit, on est capable de générer nos cartes de rendement, puis les cartes de rendement, c'est pas compliqué. Tu l'as dans la face à chaque fois qu'on ouvre le logiciel, il y a un problème là, va gérer ça en premier. Excel, s'il y a bien un cours que j'ai réutilisé beaucoup suite à mon université, c'est le cours de statistique où est-ce que, non pas pendant le cours, mais pendant les exercices, on a pu approfondir Excel. Excel, c'est un magnifique outil pour colliger l'information dans vraiment tous les sens. Alors, j'ai mon carnet de champ là-dedans. J'ai ma comptabilité qui est là-dedans. J'ai comment on appelle ça? C'est mes retours, mes marges opérationnelles. Pour chaque champ, tout est calculé vraiment à travers ma feuille Excel. À date, j'ai pas trouvé de logiciel qui me permettait d'être aussi précis, aussi flexible que ce que j'arrive à faire avec Excel. C'est presque dommage. Mais bon, en réalité, en frais de coût, c'est intéressant parce que c'est même pas une centaine de dollars par année, l'utilisation d'Excel. Un exemple d'analyse, tout à l'heure, je vous disais que mes champs, chaque ligne de champ, c'est une parcelle. J'ai un exemple avec 2 champs distincts où on a 2 hybrides. Dans un cas, un hybride en bleu qui est défensif, donc dans un champ adverse, il va mieux performer qu'un hybride vert ici, qui est dans une condition de facilité, qui va être très capable qui va être très performant. C'est assez impressionnant de garder ce genre de données-là pour réfléchir à comment travailler la suite. Tout ça simplement avec Excel. Un autre aspect dans l'agrégation des données, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie FBN, Farmer Business Network. Moi, en tant que fan de technologie, c'est une compagnie que je vais regarder de très proche parce que c'est, je crois, une révolution à venir dans l'agriculture pour les agriculteurs. C'est une plateforme de données où est-ce qu'on agrège tous nos cartes de rendement, évidemment, nos données de champ, mais en plus, on rentre les données comme combien est-ce qu'on a payé pour telle ou telle semence ou qu'est-ce qu'on a payé pour notre glyphosate, notre Callisto, par exemple. Et tous les données sont anonymisées et publiées par des rapports. En fonction des rapports, on est capable de voir où est-ce qu'on s'est situé dans le prix qu'on a payé pour nos intrants, à quel point est-ce que nos champs étaient productifs. Et l'interface
inclurait aussi tout un panel d'outils financiers. Là, j'ai mis les compétitions, enfin les compagnies qui seront affectées par ce genre de choses-là, parce qu'à travers leur système, ils vont offrir des plugins de systèmes financiers où on est capable autant d'aller placer des poudres d'école à la bourse sur les hectares qu'on a plantés, que, en tout cas pour moi, c'est un mind-blowing. Ça risque de modifier la manière de travailler. C'est vraiment ce que moi j'appellerais l'amazonification, donc Amazon qui rentrerait un peu dans l'agriculture au niveau de la technologie. Donc, à suivre, il y a une très bonne conférence dans leur keynote de 2019, au mois de décembre. À regardez ça, c'est très intéressant. Donc, on a parlé de plein de technologies, puis comme de fait, c'est bien parce que ça fait augmenter les rendements. On le voit aussi dans les ventes des agriculteurs au fur des décennies. On voit que les ventes augmentent sur nos fermes, mais en réalité, ce qui est important, c'est pas tant le bleu que le vert ici. Alors, on a beau intégrer toutes ces belles choses-là qu'il n'en reste pas tant que ça dans les poches des agriculteurs. Puis en fait, le travail de l'agriculteur, les priorités de l'agriculteur, ça devrait être deux choses: établir sa relève, faire de l'argent. Alors, si ces belles technologies-là ne nous permettent pas d'atteindre ces objectifs-là, il faut se garder une petite gêne. Un peu dans cet ordre d'idées-là, je vous fais une liste de différents équipements, de différents senseurs qu'on utilise sur nos fermes, que ce soit un radar. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un radar comme option sur un tracteur, ça ne vaut pas 5 $. Quand on change un contrôleur dans un tracteur, ça ne vaut pas 30 $. Des sondes d'humidité, il me semble qu'on en a entendu parler pour les stations météo, ça ne vaut pas 2 $. Et pourtant, ces composantes électroniques-là, c'est ça que ça vaut. Alors, si on est prêt à payer le prix avec le service, ça veut dire que le service en vaut la différence de ce prix-là. Sinon, que ce serait le fun de voir des universités ou des collèges s'investir dans le développement de petits outils très abordables pour justement rendre nos fermes un peu plus rentables. Une vision de l'avenir, j'ai parlé brièvement d'agroforesterie tout à l'heure. Je reste convaincu que nos fermes de demain devront intégrer de l'agroforesterie. Ça veut dire des bandes d'arbres. Maintenant, comment est-ce qu'on programme ça dans un GPS? On ne peut pas le faire. Comment est-ce que les GPS fonctionnent à côté des arbres? C'est limite, il faut faire attention à ça. Donc, quand on choisit une plateforme de travail, c'est de commencer tout de suite à le faire. Puis ça inclut aussi nos réflexions sur le drainage. Quand on fait du drainage et qu'on veut planter des arbres d'ici une dizaine d'années, comment ça va marcher? Est-ce que nos drains vont être bouchés par notre agroforesterie? Et pourtant, en frais d'environnement, je crois que c'est l'avenir, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Moi, j'ai un plan que d'ici 5 ans, je vais me mettre à en faire pour vraiment la peine. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je les attends. Avec plaisir.